Voilà. Donc je remets tout ça sur YouTube après. Hein, ok. Je le note là. Alors, ici, donc l'idée, c'est que... Ah, ben ça m'a tout effacé. Oh. Donc ici, rapidement, j'ai ma bille. Non, pas beau ça. Il faut faire une bille qui circule. D'accord? Ici, il faut faire une bille qui circule. Elle est désolidarisée, la bille. D'accord? Elle est censée circuler par capillarité dans la bande avec l'urine. Elle s'est décollée de la bande, en tout cas des fibres de la bande. Et donc, mon anticorps qui est ici va fixer la partie bêta, de ma HCG. Donc là, j'ai la HCG, d'accord? Et par contre, je signale bien que ici, c'est bien de la bêta HCG. D'accord? Bêta HCG. Ok? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Oh, quelqu'un a effacé. Quelqu'un l'a effacé. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2 ici? Ici, j'ai un anticorps qui est spécifique de quoi? Oui, l'anticorps est toujours spécifique de ce qu'on peut considérer comme un antigène. Oui, d'accord, mais de quelle partie plus précisément? L'accrochage du côté alpha. Tout à fait. Ça veut dire que ici, sur ma HCG, ici, je vais accrocher le côté alpha. Donc ici, si je redessine ma HCG, ici, elle a fixé le côté alpha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon anticorps et ma bille sont de l'autre côté, ici, sur le côté bêta. Est-ce qu'on est d'accord? Et ça, c'est bien le côté bêta. Bêta HCG. Alors ensuite, donc ici du coup, on a bien le test qui se fait. On nous dit bien, si un complexe humain se produit ici, dans la zone 2, là, un réactif se colore en rouge. Donc ici, si on a un complexe humain, ça ne peut se faire que si on a quoi? Que s'il y a quoi dans cette, pour que ça matche dans cette zone, pour que ça se colore. Quelles sont les conditions?
l'accrochage du côté alpha, tout à fait. Mais même plus que ça, donc alpha HCG, s'il y a un complexe humain qui se forme ici, effectivement, c'est de la alpha HCG. Mais ça suppose, si on revient en arrière, qu'il s'est passé quoi? Pour avoir de la alpha HCG qui arrive ici, il faut qu'il ait eu fixation de quoi? De quoi et par qui? De la présence d'HCG, tout à fait, puisqu'il a fallu, si on a la alpha ici, il faut que cette bille-là migre jusqu'ici, et pour que cette bille migre jusqu'ici, il faut qu'elle présente la HCG, il faut qu'il y ait de la bêta HCG aussi qui arrive ici. Ça veut dire que déjà ici, ce qui est génial, c'est que si vous avez ce complexe humain qui se forme, ça veut dire que vous avez alpha et bêta HCG. Dans le test, dans la conception du test, pour qu'il y ait un complexe humain en zone 2, il faut qu'il y ait la zone alpha qui se fixe ici et que la zone bêta se soit fixée là-bas. Alors, ça c'est déjà énorme. Si on n'avait que ça, le test serait déjà pas mal. Mais on craint un faux positif. C'est-à-dire qu'on craint qu'il y ait quelque chose qui se balade là dans le test, qui ait contaminé le test, et que ce ne soit pas ça, que ce ne soit pas de la HCG, que le truc il est viré au rouge, mais que ce ne soit pas de la HCG. Alors, qu'est-ce qui se passe en 3? Qu'est-ce qui se passe en 3? En 3, on a des anticorps qui sont capables de fixer quoi? Non, et non, c'est plus de la HCG. C'est marqué en noir sur blanc dans le texte. 3, c'est la zone de contrôle. Les anticorps, ouais, mais quelle partie de l'anticorps? Vous me dites les anticorps, oui, mais quelle partie de l'anticorps? Parce que normalement, nous, ce qu'on a vu, alors les anticorps, c'est pas les boules. Et non, c'est pas la bille. Les billes fixent les anticorps. Mais c'est pas la bille. La partie constante, ouais, tout à fait. La partie constante des anticorps. Qu'est-ce que c'est que la partie constante d'un anticorps? Exactement. Alors attention, quand vous dites les chaînes lourdes, c'est une partie de chaîne lourde. On est d'accord? Je vais vous refaire un anticorps. Voilà un anticorps, les chaînes lourdes. OK? Et les chaînes légères. OK? Donc vous voyez que dans la partie variable aux extrémités, je rappelle que la partie variable de l'anticorps, elle est aux extrémités de l'anticorps. Donc la partie variable, c'est l'extrémité de la chaîne lourde, des chaînes lourdes, et les extrémités des chaînes légères. Et en fait, la partie constante, partie qui ne varie pas, c'est l'autre extrémité basale des chaînes lourdes. C'est ça la partie constante. Et donc ici, dans cette partie-là, en fait, les anticorps sont capables de fixer les parties constantes d'anticorps, ici. Bon, je l'ai mal fait. Alors, ce qui suppose quoi? Ce qui suppose en fait que quand
ils migrent, ces anticorps-là, qu'ils aient ou pas fixé la HCG, hein, s'il y en a ou pas, quand ils migrent, ils sont séparés de ces billes-là. Il n'y a plus la bille, là. D'accord? En fait, ils décollent tout seuls. Il décolle tout seul, portant la HCG ou pas. Donc ici, il se fixe ici, c'est possible, ok? Et donc ici, et ici, ces anticorps-là vont permettre de fixer les anticorps surnuméraires, ceux qui sont en plus dans la réaction, et qui arrivent ici. Ok? Alors, les jambons, les trois flèches, qu'est-ce que c'est qu'en bleu? Réan, c'était les chaînes lourdes non variables, ouais, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est les chaînes lourdes non variables. C'est le domaine non variable des chaînes lourdes. Tout à fait. La partie constante. Alors ici, les anticorps en bleu, ils sont anticorps anti-quoi? C'est toujours comme ça qu'on qualifie un anticorps. Anticorps anti-quoi? Anti-bêta HCG. Tout à fait. Les anticorps en rouge, ce sont des anticorps anti-quoi? Tout à fait. Alpha HCG. Et ici, ce sont des anticorps anti anticorps anticorps, mais quelle partie de l'anticorps? C'est ça. Anti-partie constante d'anticorps. On est d'accord? Voilà en fait comment se passe ce test. Pourquoi la fenêtre contrôle doit-elle toujours être positive et que fixe-t-elle pour cela? Alors pourquoi la fenêtre contrôle doit-elle toujours être positive? Pourquoi on doit toujours avoir fixation ici d'un anticorps dans cette partie-là? Alors que fixe-t-elle pour cela? Vous l'avez compris, elle fixe la partie constante des anticorps, mais pourquoi elle doit toujours être positive? C'est exactement ça, Tao, c'est pour vérifier que l'urine est bien montée jusqu'en haut. En fait, si vous avez de la HCG ici, il y a toujours des anticorps qui vont en fixer ou pas, hein, donc ici. C'est pour être sûr que le test qui se déroule est bien dû à l'urine qui emporte les anticorps. Voilà, c'est tout bête et c'est juste ça l'histoire. Donc même s'ils ont fixé de la HCG, qu'ils aient ou pas fixé de la HCG, peu importe, c'est pour s'assurer que l'urine est bien remontée jusqu'au bout. Ce qui veut dire que quand c'est positif ici, dans la fenêtre test, c'est bien dû en plus à des anticorps qui ont migré. Alors on est bien d'accord que ce n'est pas cette fixation-là qui rend une information sur la positivité ici, mais c'est une condition, c'est pas une condition, c'est un test de plus. C'est que quand c'est positif ici, et ici, on est sûr que l'urine et donc les anticorps ont migré. Et s'ils ont migré, eh bien, il a pu se produire tout ça. Alors dans les tests, c'est fiable à plus de 95%. Voilà. Les tests en pharmacie aujourd'hui sont extrêmement fiables. Il y a moins de 5% en fait des cas où le test renvoie à quelque chose de faux en fait.
On est bon là? Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, c'est bon. Ok. Ok, ok. Bon. Je peux effacer ça? Il est bon pour tout le monde? Alors, je vais faire un truc. On va partager un tableau vide. Alors, je vous avais promis un peu de révision. Une souris à pelage blanc et aux yeux rouges. Et croisé. Oui. Ouais, c'est normal, hein. C'est bien une souris à pelage blanc. C'est classique. Avec une souris à pelage beige. Ah, vous voyez pas ce que j'écris, vous voulez dire? Alors j'arrive. Là, c'est bon parce que j'ai tapé sur Entrée. Et aux yeux noirs, donne une descendance 100% pelage blanc, les yeux rouges. Yes, bah, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit dans mon courrier de samedi, là, c'est dans les informations, pronotes, vous avez tout, hein. Je vous l'ai envoyé samedi. Si, bah, c'est dans les informations, Tao. Mais si, c'est dans les informations que je vous ai envoyé. Je vous ai fait une information pronote. Non, c'est dans votre pronote, sur les infos. Je vous ai dit, après on part sur des révisions. On part sur des révisions de début d'année, c'est-à-dire que j'ai décidé de ne pas traiter du dernier chapitre sur le système nerveux et de consolider donc l'immuno. Je pense que c'est pas mal avec les exos qu'on a corrigés et qu'on a fait là, les vidéos, etc. Et puis de repartir plutôt sur si vous allez dans communication, pronote, communication, information, courrier élève 3. « 18 avril, samedi. Pronote, communication, information. Dans pronote, communication, information, vous n'avez rien. Vous êtes bien sur information et sondage. Ouais, bah ok. Ouais, bah c'est super, hein, ça bug à donf. Ok, super.
Putain, c'est pas vrai ça. C'est dingue ça. Bah, je vous la renvoie là. Ah non, 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 je suis sûr d'avoir mis toutes mes classes. C'est le courrier que je vous envoie régulièrement. Voilà. Voilà, donc... Ah là là. Donc TS1 et l'ESP, voilà. Voilà, je vous mets information hein, pour les 15 jours à venir. Et je vous joins le courrier. Je l'ai mis dans une discussion du coup, hein, pour éviter que ça bug. Bon, alors 2 petites secondes. Voilà, hop. Voilà, je vous l'ai envoyé dans les discussions. Ok. J'ai mis lettres pour les 15 jours à venir. Ok, super. Bon, vous verrez hein, que dans le courrier, je réinsiste plus sur la géologie, la plante domestiquée, la géothermie et l'immuno, puisque c'est les 4 derniers chapitres. En fait, c'est surtout là-dessus hein, qu'on réévaluera. Si jamais on réévalue, si jamais on a le temps, si jamais on rentre. Voilà. Et là, c'est pour ça que je voulais faire un tout petit retour là sur la génétique. Parce que bon, généralement, en fin d'année, on fait ça. Hein, quand il y a le bac, on revient sur de la génétique. On essaie juste de se refaire ça là, pour ça, parce qu'après on insistera plus la semaine prochaine sur les révisions, sur les chapitres que je vous ai dit là, sur géologie, géothermie, plantes domestiquées, immunologie. Voilà. Parce que je répète, si on réévalue, on réévaluera là-dessus, pas sur le reste. Mais par contre, l'immuno, on essaiera d'évaluer avec ce qu'on a fait. Alors, une souris à pelage blanc et aux yeux rouges est croisée avec une souris à pelage beige et aux yeux noirs donne une descendance 100% pelage blanc, yeux rouges. Ok. On croise les souris F1 et on obtient les bons là 142 souris pelage blanc, les yeux noirs. 148 souris blanc, yeux rouges. « 139 beige, yeux noirs. » Ouais, je le fais tout de suite. Et 143 souris pelage beige,
Beige sans S, tant qu'à faire. Et yeux rouges. J'ai un clavier QWERTY, vous l'avez compris. Expliquer ses résultats. Donc avant que ça disparaisse, hop, j'en fais une copie d'écran. Voilà. Et je vous mets. Je vous laisse réfléchir. Ah, il y a du brassage dans l'air, ouais. J'essaie de vous mettre en présentateur, mais il veut pas. Alizé, Joé, Océane, il veut pas. Ah, ça y est. Ça y est. Vous êtes tous en présentateur. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort? Vous pensez tout de suite, ouais, pour certains là, qui a dit brassage interchromosomique? Yes, Tao. Donc, brassage interchromosomique. Comment on s'en sort quand on a un exercice comme ça au départ? Qu'est-ce qu'il faut d'abord poser? Alors, beige et noir récessif, tout ça. Naïma intra. Tableau. Alors, ouais, il y a plein d'idées, hein. Il vous reste plein de choses. Et la première chose à faire, en fait, la première chose à faire quand on a un exercice de génétique, avant de penser à tout ça, exactement, on pose les gènes. On pose les gènes. Alors, Naïma intra crossing over, oui, en crossing over, s'il y a de l'intra. À voir maintenant, là, s'il y a de l'intra. L'idée, c'est d'abord de poser les gènes. Ici, combien de gènes on va considérer? Ah bon, 4? Pourquoi 4? On va considérer qu'un gène code un caractère. On a bien deux caractères ici. On a la couleur du pelage et la couleur des yeux. Blanc et beige, c'est une variation du caractère. C'est le même caractère. Rouge et noir, pareil, c'est le même caractère à variation. Effectivement, donc on pense à deux gènes, à deux allèles. D'accord? On pense à deux gènes, à deux allèles. Ok? Et là, effectivement, vous avez raison, on peut poser les conventions. D'accord? Pauline, vous avez mis un point d'interrogation, c'est bon ou pas? Deux gènes à deux allèles, deux gènes tout simplement parce qu'on n'a que deux caractères, hein, le pelage et la couleur des yeux. Couleur du pelage, couleur des yeux, c'est deux caractères. Ok. Donc ici, après convention, hein, ben on fait comme on veut. Hein. On fait comme on veut. Qu'est-ce qu'on pourrait poser? On pourrait poser le gène combien? Quoi? Pas combien, le gène quoi? Quelle lettre pour le pelage? Alors BL et BE? Ouais. Alors peut-être comme ça alors. D'accord? Comme ça, B, ça nous fait bien penser à un gène en particulier. Donc BL et BE, les deux allèles du gène B codant la couleur du pelage. Et
Non, j'ai bien écrit BL et BE, les deux allèles du gène B codant la couleur du pelage. Et ensuite, pour les yeux, on pourrait penser à alors noir et air. Alors je vous rappelle, hein, méfiez-vous de ces notations parce qu'après, c'est compliqué. Parce qu'après, à un moment donné, il va y avoir la dominance et la récessivité. Donc il faut penser à ça. D'accord? Il faut penser à ça. Alors, ici, pour les yeux, le gène Y, par exemple, hein. Alors, YN et YR. Ok? Donc, alors pareil, hein, les deux allèles du gène Y codant la couleur des yeux. Bon, ok. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut poser? Une fois qu'on a bien défini les gènes et les allèles, exactement, merci Anna, il faut repartir après sur le génotype des parents. Je rappelle qu'un exercice de génétique, c'est une somme d'hypothèses qui arrivent ou pas à expliquer les résultats à la fin. Si toutes les hypothèses sont bonnes, les résultats attendus correspondent aux résultats obtenus. Si les résultats obtenus ne sont pas ceux qu'on attendait, eh bien, ça veut dire que nos hypothèses sont fausses. Donc, a priori, ici, on fait que des hypothèses. Okay, et on pose le génotype des parents, tout simplement. Alors, vous retiendrez 142, 148, 139, 143. Ok, donc, je l'ai en copie d'écran. On va tout effacer. BLBE, YN, YR. Donc ici, le premier parent, il a quoi? Pelage blanc, yeux rouges. Donc il serait BL et quoi? Très bien. Le piège ici, ce serait de mettre BL, BL. Ok? Alors, c'est ça? Ok? Ce serait de mettre ça, puisque ça, ce serait le piège. Puisque je rappelle que une barre signale un chromosome. Ok? Donc ici, il ne peut pas y avoir deux gènes, le même gène, pardon, à deux endroits du chromosome. Un gène occupe une place sur le chromosome. Donc ici, l'idée, c'est d'avoir BL, part du principe que les parents sont homozygotes, BL, pardon, YR, alors, simple barre ou double barre? « 139, 142, 148, et le dernier, c'était... Je vais voir ça tout de suite. Vous êtes plus rapide que moi. 142, 148, 143, 139. Alors, merci. Donc ici, on voit tout de suite que les résultats sont comment ici, là, en F2? Ils sont à peu près quoi? Absolument. Les résultats sont à peu près
équiprobable. On va avoir du 25%, 25%, 25%, 25%. Chose qui s'en approche. Équiprobabilité, tout à fait. Ce qui veut dire que tout de suite, dans notre exode génétique, on va tout de suite considérer, pour avoir équiprobabilité, qu'il se passe quoi en fait au niveau des chromosomes? Pour avoir équiprobabilité, qu'est-ce qu'il nous faut? Ben non, justement, pas le crossing over. C'est pas le crossing over. Si vous avez un crossing over, la probabilité de crossing over est toujours inférieure à 50%. Ce qui veut dire que les recombinés seront toujours inférieurs à 50. Donc ici, Anna, exact, on part plutôt sur du brassage 1. Ah, merci, c'est bien, c'est bien. Moi, j'essaye en confinement de suivre. Hein. C'est pas évident, hein, mais j'essaye. On part sur du brassage inter. Alors, du brassage inter, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, interchromosomique? Est-ce que interchromosomique, ça veut dire entre chromosomes? Piège de la biologie. Est-ce que interchromosomique, ça veut dire entre eux? Exactement, c'est entre les paires de chromosomes. Donc ici, je dois considérer que chaque gène est porté par des paires différentes. On va considérer que le gène BR est porté par, le gène B est porté par un chromosome, et on va considérer que le gène Y, la couleur des yeux, est porté par un autre chromosome. Et c'est ça en fait qui va nous permettre de nous en sortir. Donc ici on va considérer que le premier parent il est BL, BL, d'accord, et YR, YR. Du coup ici ça nous donne ce type de représentation. Il y a bien deux chromosomes homologues portant le gène BL, 2 barres, et il y a bien deux chromosomes portant le gène Y, 2 barres. Alors ils sont homozygotes, hein, donc pas de problème. Ok, alors que l'autre parent, il est quoi lui? L'autre parent, il va porter B, BE, belge, vous m'avez dit, et YN, les yeux noirs. Ok. Donc ils portent exactement les mêmes gènes au même endroit, mais ils ne portent pas les mêmes allèles, tout simplement. Ok. Voilà. Donc ça me donne quoi? Ça me donne un individu qui est quoi? Ça me donne des descendants qui sont nécessairement, obligatoirement, d'un point de vue génotype, hein, BLYR en haut, sur les premiers chromosomes, d'accord, sur quoi? Obligatoirement, parce qu'on a croisé ces deux souris, donc lui il apporte forcément les allèles BLYR, obligatoirement, et lui il apporte nécessairement et obligatoirement B, parfait, BE, YN. Ok? Tout à fait. Et là, je peux en déduire quelque chose. Comme eux, ils sont 100%
ils sont 100% BL YR, je peux en déduire quoi? La récessivité des allèles BE et YN, exactement. Dans ce croisement, cette souris apporte nécessairement cet allèle, mais il ne s'exprime pas dans le phénotype. Elle apporte nécessairement cet allèle, mais il ne s'exprime pas dans le phénotype. Ça veut dire que BL et YR, BL et YR sont dominants sur BE et YN. Alors on devrait mettre son dominant respectivement. Oula. Son dominant respectivement BL sur BE et YR sur YN. Ok, parfait. Et donc ça, c'est toujours la règle qui veut qu'en F1, je peux toujours déterminer la dominance et la récessivité de mes allèles. Alors, pour continuer, je pars sur l'idée que je suis sur 2 paires de chromosomes, parce que j'ai déjà identifié les probabilités. Donc ici, pour m'en sortir, qu'est-ce que je vais faire? Pour aller sur la F2 backcross. Alors j'ai oublié de préciser dans l'énoncé qu'on croisait avec un double homozygote récessif. Alors on va croiser ces souris-là de F1 avec un double homozygote récessif. Ok. C'est comme ça qu'on arrive à notre F2 BC, F2 backcross. Je rappelle que quand vous croisez avec un double homozygote récessif, double, 2 gènes, homozygote, même allèle, récessif, les allèles sont récessifs, je rappelle que on a un backcross. Pourquoi c'est BL et YR dominants? Parce que regardez, votre souris ici, on sait qu'elle est homozygote. On l'a faite homozygote. D'accord? On sait qu'elle est homozygote. Ça veut dire qu'elle porte les mêmes allèles. Ça veut dire qu'ici, on va y arriver, ça veut dire qu'ici, si elle est pelage blanc et yeux rouges, on sait qu'elle a les 2 allèles pelage blanc et les 2 allèles yeux rouges. Elle apporte ça. Elle apporte nécessairement ces 2 allèles. Et l'autre souris, qui elle est aussi homozygote, mais récessive, on ne sait pas encore qu'elle est récessive, elle apporte nécessairement BE et YN. Ça veut dire que dans cette souris F1 ici, ça c'est la souris F1, on sait qu'il y a les allèles BL-YR et les allèles BE-YN. Mais quand on regarde le phénotype des souris, quand on regarde leur phénotype, on s'aperçoit qu'elles sont uniquement de type BL-YR, c'est-à-dire pelage blanc, yeux rouges. Ça veut dire que quand vous mettez l'allèle BL et l'allèle BE ensemble, BE ne s'exprime pas et BL s'exprime. Ça veut dire donc, par définition, ça veut dire que BL est dominant. Quoi, c'est où? Je comprends pas, c'est où? Ben justement, si on met BL et BE dans la même souris, alors comment, alors, Ragnac, comment on sait quoi? Que BL est dominant sur BE? Justement, ce que je suis en train de vous dire. Ici, vous prenez une souris qui donne nécessairement l'allèle BL et YR. Elle donne nécessairement
BE et YN, puisqu'elle est homozygote. Cette souris-là, donc ça c'est un croisement, ça. Ça c'est bien un croisement qui donne les souris descendantes de ces deux parents-là. Les souris ici ont nécessairement reçu BL et BE, YR et YN. Mais elles sont 100% blanches aux yeux rouges. Ce qui veut dire que les allèles qui contrôlent le caractère blanc et pelage blanc et yeux rouges s'expriment avant et en priorité sur les allèles BE et YN qui n'apparaissent pas du tout ici. Et par définition, on appelle ça un allèle dominant. L'allèle qui s'exprime sur les autres, par rapport aux autres. Les bons? Ok, nickel. Donc ici, pour expliquer cette équiprobabilité obtenue en F2, on va effectivement partir sur quoi? Pour obtenir la F2. Alors c'est une F2 backcross. Hein. C'est une F2 backcross. On part sur un tableau, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, un tableau de croisement. Nécessairement un tableau de croisement. Alors, qu'est-ce qu'on fait apparaître dans un tableau de croisement? Qu'est-ce qu'on va mettre en entrée? Qu'est-ce qu'on va imaginer alors qu'on ne le voit jamais? Qu'est-ce qu'on va imaginer alors qu'on ne le voit jamais? Les génotypes de quoi? Donc, on va mettre les génotypes de quoi? Alors, des parents, oui et non. Non, on va imaginer que ces parents font quoi? Quel est le processus qui leur permet d'aller vers la fécondation? Alors, on va imaginer ici le résultat que ça donne en F2. Je suis bien d'accord, Marion. Ici, on va mettre le... Mais pour arriver à la F2, il faut quoi ici? Qu'est-ce qui va mener à la F2? On va devoir imaginer quoi à partir de ces parents-là maintenant? Oui, les croisements, mais les croisements, ça va être ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça. Ça, c'est le tableau symbolise les croisements, mais les entrées, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut à partir de ses parents? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Le génotype de F1, il est là. Et quel est le processus qui fait que ce génotype-là va pouvoir donner un F2? On va se baser sur F1. Et le génotype de la F2, c'est ce qu'on va reconstituer. En fait, ce que je vais vous faire dire là, c'est le génotype des gamètes. De F1 d'abord. Et ici, on va mettre les génotypes des gamètes du double homozygote récessif. Alors, quels sont les gamètes que peut produire le F1? Quels sont les gamètes que peut produire F1? Et c'est ça qu'on va imaginer. On va imaginer les gamètes possibles de ce F1-là. Mais ça, on ne le voit jamais. Par contre, ce qu'on voit, c'est les bébés souris ici qui naissent. Et c'est les phénotypes ici de F2 qui vont nous confirmer ce qu'on va voir
ici en F1. Alors ici en F1, la F1 peut produire quoi comme gamète? Donc ici, ma souris F1, elle a BL. J'ai essayé de faire un E. Donc ici, c'est BL BE. Et elle a YR YN. On est d'accord? Ma F1, elle est BLBE YR YN. Donc Audrey, BLYR, alors allons-y. Soit, donc ici, BL YR. Ce chromosome-là serait parti avec celui-là. Au cours de quel processus? Comment on appelle la séparation des chromosomes et des chromatides lors de la fabrication des gamètes? Là, bien sûr, la méiose. Ok. Donc ici, au cours de la méiose, BL, ce chromosome portant BL serait parti avec YR ici. Ensuite, vous m'avez dit BLYN, BLYN, donc ce chromosome serait parti avec celui-là. Ensuite, on aurait, vous m'avez dit BEYR, ce chromosome-là serait parti avec celui-là. Et bien sûr, dernière possibilité, le chromosome portant BE part avec YN. Parfait. Le double homozygote récessif, et c'est ça qui est très pratique, lui, il ne produit que quoi? Il ne peut produire qu'un seul type de gamète. Bien sûr, BE-YN. Pas de possibilité autre. D'accord? Donc ici, forcément, ça va me donner BL-YR. Ok? Je vais remplir la ligne du dessus. Donc là, on a bien les fécondations hein, qui se font. Pourquoi mon YR, il se barre là? Ça rame, ça rame, ça rame. Donc BL, YR. BL, YN. BE, YR. Et BE, YN. Et dessous, on va pouvoir écrire donc systématiquement BEN, YN. Voilà, bon, le temps que ça s'écrive. Alors un truc qu'on a oublié, c'est qu'ici, s'il y a eu la méiose, combien de barres sous chaque allèle? Combien de barres ici, sous chaque allèle, si la méiose a eu lieu? Ah, ça a coupé. Je suis perdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Je ne sais pas si vous m'entendez encore là, je suis en train de me reconnecter. Allô, allô? Bon, là c'est revenu. J'ai perdu la connexion, hein, vous vous en doutez. Donc forcément, mon tableau est maintenant, eh ben, il est vide. Et c'est chaud. Et je ne peux plus partager de tableau. Ouais, je parle là. Ouais, là la connexion est mauvaise, hein. Je peux plus. Ah ça y est, j'ai récupéré mon tableau. Bon, ce que je veux surtout qu'on comprenne à la fin, c'est que une fois qu'on a bon là hein, ça bug à fond hein. Ok, donc ici quand on a à la fin donc tous nos génotypes possibles BL, YR, ça marche si je fais comme ça là. BL, YN, BE, YR et BE, YN sur bah, toujours les mêmes, hein, BE, YN, BE, ah, BE, YN, BE, YN et BE, un peu loin encore, BE, YN. Ça veut dire que ici, ce qu'on a imaginé, on a imaginé que la souris F1 avait fait un gamète BLYR. Bon, là c'est bon, ça coupe tout le temps, là c'est pas possible. Ouais, c'est plus possible là. C'est chaud, hein.
Bon, j'arrive plus à partager de tableau là. Bon, et on finit ça la semaine prochaine? On finit ça la semaine prochaine là, parce que là, connexion, laisse tomber.